Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques points sur le dimensionnement des fondations profondes selon l'Eurocode 7. Mais avant, j'aimerais te dire que cette vidéo est faite en prélude à notre formation complète que nous aurons sur le dimensionnement des fondations profondes dès le 5 juin 2021. Ça sera 100% en ligne via Teams. Et si tu veux plus d'informations, tu peux me contacter sur WhatsApp directement sur le numéro qui s'affiche là. Et je te réponds très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'une fondation profonde? Forcément, tu le sais, c'est une fondation généralement définie comme étant celle dont le rapport DE sur B est supérieur à 5. DE étant la profondeur d'encastrement effective. Donc, c'est tout simplement une profondeur d'encastrement en faisant fi des sortes de mauvaises caractéristiques qui pourraient se trouver à la surface. Pour la justification des fondations profondes, pour les ouvrages géotechniques de catégorie 2, les justificatifs d'une fondation profonde doivent être faits selon les points suivants. La première chose consiste à sélectionner pour chaque état limite les situations de projet les plus défavorables. Donc, l'Eurocode 7 propose plusieurs situations de calcul. Les situations les plus récurrentes sont les situations durables, qui concerne en fait les ouvrages à la fin de la construction, donc lorsque l'ouvrage est en service. Les situations transitoires qui concernent l'état de l'ouvrage pendant la construction. Les situations accidentelles qui concernent les cas où l'ouvrage peut être soumis à des chocs par exemple. Nous pourrons par exemple voir le cas pour les fondations des piles de pont, le choc d'un bateau par exemple sur une pile de pont. Les situations sismiques, si notre ouvrage est construit dans une zone à fort risque sismique, on peut considérer la situation sismique pour la vérification. Donc pour un ouvrage, l'Eurocode 7 propose de pouvoir vérifier pour tous ces cas normalement. Mais si par exemple l'ouvrage n'est pas dans une zone sismique, on peut par exemple ne pas considérer le calcul sismique. Ou si l'ouvrage n'est pas susceptible d'être soumis à un accident, soit pendant la construction ou pendant la durée de vie, on peut ne pas faire la vérification à la situation accidentelle. Mais très souvent, les situations les plus considérées, c'est la situation durable et transitoire. Donc, pour ces différentes situations, il faut faire la vérification à l'état limite ultime et à l'état limite de service. Voilà, c'est pour le premier point, le choix de la situation la plus défavorable ou bien des situations de calcul les plus défavorables vis-à-vis desquelles il faut justifier l'ouvrage. Le second point, c'est la détermination des valeurs caractéristiques. Ensuite, les valeurs de calcul des actions, donc en prenant en compte les facteurs partiels de sécurité proposés par l'Eurocode. Et le dernier point, c'est de pouvoir faire la combinaison des actions pour trouver l'état le plus défavorable. Donc pour un état limite considéré, si par exemple je suis en situation durable à l'état limite ultime, il faudrait qu'il fasse la combinaison d'actions. Si c'est par exemple l'effort normal que je dois déterminer, la combinaison d'actions qui me permet d'avoir l'effort normal maximal qui est le plus défavorable, parce qu'il faudrait que l'ouvrage soit stable dans les conditions les plus défavorables. Pareil pour l'état limite de service. Dans la NFP 94-262, qui est la norme d'application française de l'Eurocode 7 pour le dimensionnement des fondations profondes, propose en fait une liste des vérifications à faire aux états limites ultimes en situation durable et transitoire. Donc pour justifier une fondation profonde, il faut, selon les cas, faire ces différentes vérifications. Donc il faut pouvoir faire la justification de la portance à l'état limite ultime de type géo, en utilisant l'approche de calcul 2. Donc ça c'est pour les facteurs, la combinaison de facteurs partiels de sécurité à utiliser. Donc la vérification de la portance peut porter sur plusieurs mécanismes de rupture. Par exemple, on peut considérer la portance des fondations isolées et le groupe de fondations profondes. Ensuite, il faut pouvoir vérifier la résistance en traction à l'état limite géo, comme c'est le cas également pour la portance, mais surtout à l'état limite uplift. Donc là, c'est dans le cas où la fondation, en fait, c'est pour un ouvrage soumis aux poussées hydrostatiques. Donc, il faudrait se rassurer que la poussée hydrostatique n'arrache pas l'ouvrage, que la fondation résiste à la poussée hydrostatique. Également, il faut vérifier la résistance interne
de la fondation. Ça, c'est la résistance du matériau constitutif de la fondation. Et cette vérification dépend en fait du type de matériau. Si par exemple c'est en béton armé, la vérification doit se faire selon l'Eurocode 2. Si c'est en acier, c'est selon l'Eurocode 3. Donc, ça dépend du matériau constitutif de la fondation. Ensuite, la fondation doit également être vérifiée sous les charges transversales. Là, il s'agit beaucoup plus de vérifier le déplacement en tête de la fondation profonde à l'état limite JO et toujours en utilisant les facteurs passés de sécurité de l'approche de calcul 2. Donc la dernière vérification, c'est en fait de se rassurer que le site des travaux est stable. Il s'agit d'une vérification de stabilité générale du site par rapport à un potentiel glissement. Donc pour ce qui est des modèles de calcul, il y a principalement 3 modèles. Le premier modèle, c'est la méthode d'équilibre limite qui est efficace en fait pour le calcul de la portance, également la résistance à la traction. Donc c'est la méthode qui est utilisée pour la majeure partie des fondations parce que c'est relativement simple et c'est très efficace. Ensuite, nous avons la méthode MIS, qui est la méthode en fait d'interaction sol-structure, qui est utile pour déterminer les déplacements des pieux soumis aux sollicitations transversales, comme sur cette figure. Ça permet également de pouvoir déterminer les sollicitations internes dans le pieu, comme par exemple le moment fléchissant, l'effort normal ou bien l'effort tranchant. Ça peut être intéressant pour les ingénieurs structure pour pouvoir dimensionner du point de vue structural le pieu. Ensuite, nous avons la méthode des éléments finis pour les cas d'interaction sol-structure plus complexes. Ça, c'est le cas où nous avons des fondations qui ont des formes irrégulières ou bien qui sont dans des situations de terrain très complexes. Voilà une vue d'ensemble sur le dimensionnement des fondations profondes selon l'Eurocode 7. Tous ces points évoqués et bien d'autres points nous détaillerons dans notre formation, comme je l'ai dit, qui commencera en juin. Et nous ferons plusieurs exemples pour pouvoir illustrer cela afin qu'à la fin, tu puisses être à même de pouvoir dimensionner les fondations du point de vue géotechnique d'une manière très aisée. Donc, ciao et à bientôt.